Ok, ok. Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Radio Dojo. Radio Dojo, cette nouvelle émission qui aura lieu tous les mercredis soirs à 21h. Donc une émission, on recevra un invité pour parler de thèmes divers et variés. Ça peut être culturel, religieux, politique, ça peut tout ça. Et vous savez quoi, moi je suis très content de pouvoir inaugurer ce premier numéro avec un chat qui est là et qui en a vraiment rien à foutre. C'est bon, il est là, c'est bon, on ne donne pas trop. Mais bref, en dehors de ce chat, je suis content d'inaugurer avec mon premier invité parce que mon premier invité nous vient du domaine de la littérature. C'est quelqu'un qui a passé son enfance en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, avant de venir s'installer en France. Il fera des études d'architecture à Rouen, dans lequel il ressortira diplômé en 98. Il aura, une fois son diplôme en poche, il va avoir une agence d'architecture. Il va bosser dans une agence d'architecture à Paris. Et durant son temps libre, il se mettra à écrire divers ouvrages littéraires, parmi lesquels on peut citer L'Enfant du cimetière, qui a été édité aux éditions Juste pour lire en 2010, avant d'être réédité par... Oula, le son des alertes est un peu fort. Va falloir que je le baisse. Mais en plus, c'est gênant parce que c'est que moi qui ai le son des alertes vu que je l'ai désactivé. Donc, L'Enfant du cimetière, aux éditions Juste pour lire, réédité en 2018 par Sema. Sa suite Catacombville, pardon, édité chez Sema en 2019. On peut citer également Magma, roman de Dark Fantasy sorti en 2013 aux éditions Juste pour lire. Pierre le chasseur et les loups aux éditions Luciférine en 2021. Et enfin, le dernier livre en date, Incursion, qui est actuellement en Kickstarter, enfin, pas en Kickstarter, au contraire en Ulule, et qui sera édité aux éditions Yume, qui vient atteindre le 100%. Bah, félicitations à toi d'ailleurs par rapport à ça. Et donc, mon nouvel invité, c'est... Ah, c'est bien. J'avais tout configuré, il y a il y a des bugs. Ah non, c'est bon. Donc, c'est Pierre Brûlé. Bonjour à toi. Bonjour Taki. Comment vas-tu? Bah, écoute, ça va, je viens juste de rentrer, là. J'étais en rendez-vous. Je compte pas mes heures de boulot. Comme tu le disais tout à l'heure, je suis architecte, donc l'écriture, c'est une passion que je fais à côté quand j'ai le moment. Et, euh, et voilà, donc on va parler de tout ça. D'ailleurs, la description, elle était assez juste, ça va? Ça va, après tu as oublié quelques bouquins, hein. En fait, j'ai Je vais écrit donner quelques exemples, mais effectivement, ouais. voilà, quelques exemples. Ouais, c'est ça. En fait, oui, j'en ai écrit une quinzaine à peu près, 14-15, compris recueil de nouvelles, et puis plusieurs anthologies auxquelles j'ai participé, des nouvelles, 35, je crois à peu près, 35 anthologies. Euh, voilà. Ouais, attends. Oui, je suis au courant. Ouais, c'est une petite confusion. Bon, on va essayer de réduire le plus possible ça, parce qu'il y a le chat, effectivement, qui est un peu, qui cache un peu ma cam. Bon, au pire, on s'en fiche, hein, c'est surtout notre invité qui est intéressant. Donc, ben, on va faire avec ça, on va essayer de régler ça. C'est un épisode pilote, hein, donc il y aura pas mal de trucs qu'on va régler. Bon, vous avez vu le bug de la playlist qu'on a eu en plein milieu, qui a fait qu'on a démarré un peu plus tard. Moi, j'aurais déjà une première question, parce qu'on va parler un peu de toi. Mhm. Et notamment, bah, on parlait de ton enfance et il y avait quelque chose qui m'avait interpellé, c'est qu'avant de venir t'installer en France, tu avais passé ton enfance en Mauritanie, en Côte d'Ivoire, donc dans des pays africains. À moins que je me... Oui, à moins que ou alors je suis peut-être pas à jour sur les questions géographiques. c'est exactement ça. Ok. Et est-ce que ton expérience dans ces deux pays, même si tu étais assez jeune, est-ce que ça a eu une influence, directe ou indirecte, sur ton futur travail? Est-ce que ça t'a influencé, l'architecture de Mais ces deux écoute, pays? forcément, comme toute vie, comme toute enfance, on est marqué, influencé et comment nourri par ça. C'est un petit peu notre base. Euh, L'influence, je dirais déjà, ce sont des pays exotiques, Hmm. assez fascinants. La Mauritanie, par ses grands vides, ses grands déserts, ce chaud, c'est des éléments qui m'ont marqué. J'ai encore quelques bribes de souvenirs. J'étais assez jeune en Mauritanie, hein. J'avais 3-4 ans, mais j'ai encore quelques petits souvenirs comme ça, notamment du vent chaud qui soulevait le sable et qui venait fouetter mes petites jambes. Et j'ai souvenir que ça me faisait un petit peu mal. Donc des souvenirs visuels et physiques. Et puis la Côte d'Ivoire un peu plus tard, jusqu'à mes 15-16 ans. Euh, oui, j'étais fasciné, marqué par ces déserts sans fin, cette chaleur, par ces grands espaces
parfois euh, dénués de toute vie, ou très peu. Et puis, par exemple, la Côte d'Ivoire également, par tous les contes africains, les histoires que notre gardien nous racontait le soir quand mes parents sortaient, nous racontait tout un tas d'histoires, le côté conteur en fait. Et je me revendique en tant que conteur, comme raconteur d'histoire, même avant de dire je suis écrivain, parce que c'est un bien grand mot, écrivain. Hein, je ne sais pas si je le mérite, mais avant tout, je suis un raconteur d'histoire. Voilà. Et c'est ce que j'essaye de faire au Tu es un mieux. conteur. Bon, oui, je cherche à raconter des histoires. Dans mes livres, dans mes romans, mes nouvelles, j'ai pas un but de faire passer un message forcément, ou d'avoir quelque chose de moral à dire, ou je ne sais quoi. Non, non, j'ai envie de raconter une bonne histoire et que les lectrices, lecteurs soient tout de suite happés par mon univers, qui s'ennuient pas. Hein. Un petit peu comme un film d'action, on en reparlera plus tard, mais j'ai une approche, j'essaie d'avoir une approche très visuelle de mes romans, presque comme un univers cinématographique, puisque je suis fasciné par le cinéma. C'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup nourri. Des films comme Blade Runner ou, euh, ou les contes et mythes arthuriens comme Excalibur, qui est repassé il y a quelques jours sur Arte. Je ne l'ai pas vu depuis des années, mais je me rends compte à quel point ça m'avait marqué à l'époque. Camelot, Et je crois Camelot, ça a dû être la douche froide, non? c'est autre chose. Bah, d'ailleurs, j'adore Camelot parce que c'est pris sur le ton de l'humour, mais c'est comme Sacré Graal, tout ça, toute cette dérision sur l'univers médiéval. Ben, je trouve ça assez génial. Euh, mais voilà, oui, c'est tout ça qui m'a marqué et qui continue à me marquer. D'accord, d'accord. Donc en fait, les contes africains qu'on t'a racontés dans ces deux pays, ça t'a influé dans ton travail littéraire aussi, en quelque sorte. Alors, je pense, alors, Mauritanie, j'étais un peu petit, mais en Côte d'Ivoire, en fait, c'était une espèce d'échange qu'on avait là-bas parce que moi, j'avais quelques souvenirs de la France. J'y allais uniquement l'été. Je retournais un petit peu l'été. Mais par contre, ils étaient fascinés par ce que je leur décrive la neige, par exemple, parce que forcément, il neige pas en Côte d'Ivoire. Et puis, c'était une espèce d'échange comme ça, extrêmement constructif. Y a même pas d'hiver Euh, austral? Ça, c'est surprenant, ça. non, 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 c'est vraiment, on a la saison des pluies, on a une saison d'été où il fait très chaud, et puis la saison des pluies qui dure 2 mois en Côte d'Ivoire, parce qu'on est proche de l'équateur, on n'est pas très loin. Et il va pleuvoir comme l'équivalent d'une année en France, en juillet et août. Et une dernière chose qui m'a aussi influencé, beaucoup, il y a pas mal de choses, mais c'est un peu plus tard, c'est ma grand-mère, du côté de mon père, qui me racontait des histoires de fantômes, de tables tournantes, des choses qu'elle avait vécues. Ça m'a beaucoup influencé aussi. Tu veux un peu te réfugier sous la couette, non? Un peu. Bah oui, hein, disons que j'ai eu très peur pendant, je dirais pas jusqu'à quel âge, parce que ça me foutrait un peu la honte. Mais disons que ouais, j'ai eu très peur du noir pendant longtemps. Je me posais une question parce que je me suis renseigné du coup sur ta biographie sur ton site web qui est public et tu parlais à un moment du moment où quand tu es retourné en France définitivement, quand tu es revenu définitivement à l'Hexagone, tu as fait une déprime. Il y avait une raison à ça? Est-ce que c'est un Ben, syndrome de Paris avant l'heure ou c'est simplement que non, la Côte mais d'Ivoire te manquait? il y a de quoi, parce que la Côte d'Ivoire à l'époque, je ne suis pas retourné, ça a certainement beaucoup changé. C'était un paradis. C'était un paradis parce qu'il faisait tout le temps beau. On avait la mer et la lagune à côté. Tous les week-ends, on allait se baigner. C'était une vie de rêve, c'était une vie de coopérant, quoi. Et puis surtout, on ne connaissait pas le racisme là-bas. Moi, je l'ai découvert en rentrant en France. Là-bas, tout se mélangeait. Il y avait beaucoup de coopérants, il y avait des Italiens, des Belges, il y avait des Libanais. Il y avait un petit peu tout le monde. Et tout ça se mélangeait très bien. On rigolait, on jouait au foot, pieds nus, dans la rue, avec les Ivoiriens, avec tout le monde. On ne se posait pas de questions. Et j'ai découvert le racisme en arrivant en France. Puisque déjà, quand tu vis comme ça pendant des années, euh, en Mauritanie puis Côte d'Ivoire, et surtout la Côte d'Ivoire, ben forcément, tu deviens un petit peu ivoirien, quoi. Tu deviens un petit peu africain, Hmm. notamment par la gestuelle, par l'accent. Quand je suis rentré, j'avais l'accent africain. À tel point que quand je suis arrivé à l'école, déjà c'était l'hiver, je n'avais pas trop connu le froid. Et quand je parlais, les gens se retournaient, ils pensaient voir un black, quoi, un petit Africain. Et non.
J'étais un Français, mais j'avais encore l'accent africain. Et on me montrait du doigt. Il y avait les profs qui se moquaient un peu de moi. Et j'ai découvert le racisme à travers ça. C'est marrant, hein. C'est en venant en France, quoi. Non, c'est Et dingue. pas en Afrique. Et tu t'imagines les personnes d'origine ultramarine qui viennent de Réunion, de Guadeloupe et qui Oui, parlent le créole et qui sont ouais. blancs comme toi et moi, ça doit être spécial quand ils arrivent en hexagone. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais bon, après, bon, l'accent est passé forcément parce que voilà, tu changes. Mais, et donc, du coup, je me suis réfugié dans mon monde parce que j'ai toujours eu un monde assez dense, un imaginaire assez foisonnant. D'ailleurs, c'est ce qui m'a sauvé hein, d'une très grosse déprime et voire plus. Et donc, je me suis plongé dans les bouquins, dans les livres de Tolkien. Et puis, j'ai fait une grande découverte, c'est les jeux de rôle. Et là, c'était un point, on va dire, qui a enclenché toute la suite et le début de mon écriture. C'est en faisant des campagnes de jeux de rôle du Seigneur des Anneaux. Ça s'appelait à l'époque MERP, Middle Earth Role Playing. À l'époque, il n'existait pas le jeu de rôle en français, c'était qu'en anglais. Et j'ai encore les livres à la maison, c'est collector, quoi. Tu es donc un En rôliste plus, avant l'heure. un rôliste avant l'heure. Et j'ai commencé par être joueur, après être un peu maître de jeu, et après à concevoir des histoires. Et c'est comme ça que j'ai mis le pied à raconter des histoires. Alors c'était très varié, hein. Je faisais des campagnes de Star Wars aussi, de l'appel de Cthulhu, parce que j'aime bien Warper aussi. Il y avait l'œil noir, enfin il y en avait tout, il y en avait plein quoi. C'était l'âge d'or dans les années fin des années 80, début des années 90. C'était l'âge d'or du jeu de rôle en France, des grandeurs nature. Et il y avait un magazine que peut-être tu as connu, c'était Cassius Belli. Hein, on l'attendait chaque Je mois l'ai pour. vu dans un kiosque, je me rappelle celui-là. Oui. J'ai vu. Je crois qu'il est encore publié d'ailleurs parce que c'était récemment que je l'ai vu. Alors ça a changé hein, évidemment, mais à l'époque c'était pour nous, c'était un truc de dingue. On allait en kiosque, on l'achetait, je le dévorais, je relisais plusieurs fois d'ailleurs, parce que c'était ma seule Bible, on va dire, qui était renouvelée chaque mois sur ce monde-là et sur ce quoi ça me ressemblait le plus à ce moment-là. C'était le début, hein. C'était le début, donc à écrire des histoires pour les joueurs, donc des scénarios. Et suite à ça, j'ai commencé à écrire des petites nouvelles pour me marrer. Et c'est marrant parce que Incursion, on en parlera plus tard, c'est un thriller SF, donc quand même bien empreint de science-fiction et avec un peu de fantastique. Le premier texte que j'ai écrit, c'était une nouvelle SF Hmm. c'était une petite histoire un petit peu marrante, c'était l'histoire d'un postier d'espace qui allait de planète en planète apporter du courrier qui venait de différents endroits de la Terre, de Mars, etc. Jusqu'à un moment, il se pose sur une planète inconnue parce que son vaisseau est en panne, donc il doit le réparer. Et Ça me rappelle un peu il- les récits de Bradbury sur certains points. ben, alors Bradbury, ben, c'est ma Bible, hein, avec notamment euh, comment il s'appelle euh, Bradbury, j'ai un trou de mémoire là. Philippe Kédic, peut-être. Philippe Cadic, bah oui, forcément, c'est nouvelle, c'est extraordinaire. Et puis, euh, et puis Chronique martienne de Bradbury, c'est d'une poésie, c'est absolument extraordinaire. Et puis ça parle de nous, d'où on pourrait venir, de ce qu'on va devenir et parfois du pire, quoi. Il y a un C'est côté merveilleux. dystopique. Complètement, ouais. Mais du coup, c'est cet attrait pour la SF qui a fait que tu t'es dirigé vers. Que tu as commencé à travailler sur les habitats martiens. Est-ce que c'est cet attrait sur la Euh, SF ou est-ce qu'il y a autre chose qui est venu en complément? bon, en fait, c'est une histoire un petit peu à la con. À l'époque, j'étais étudiant en architecture à À, Rouen. à Rouen, ouais, j'avais vu ça, oui. Voilà. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'étais en fin d'année, j'avais fait mes 5 ans, et pour avoir son diplôme, il faut faire un mémoire de fin d'études, et je voulais faire un truc sympa. Hmm. Et je parlais avec un copain, je vais le citer, c'était Alan, c'est un vieux copain rôliste, et je lui dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Je me demande qu'est-ce que je pourrais faire qui peut marquer le coup. J'ai pas envie de faire un immeuble d'habitation ou une prison, ça va être déprimant. J'ai envie de faire un truc rigolo. Et il me dit, ben, je sais pas, t'es passionné de spatial comme moi, pourquoi tu ferais pas une base sur la Lune? Je dis, ah tiens, pourquoi pas? Et puis je dis, bah, attends, non, il faut être plus ambitieux, une base sur Mars. Et voilà, donc j'ai mon mémoire de fin d'études, ça a été une base sur Mars.
Ouais, parce que la Lune, Et ça rappelle un peu trop Neil Armstrong, Apollo 11, voilà, alors, non, c'est parce que ça avait déjà été fait. en plus. Et suite à ça, eh ben, écoute, j'ai mis le plié à l'étrier sur ça. Et lors de mon mémoire, j'ai fait venir Richard Edman. Après, il y a eu Alain Souchier, c'était un peu plus tard, qui travaillait au CNES et dans le domaine spatial et qui m'a soutenu. Et j'ai mon mémoire sans problème, euh, qui est passé d'ailleurs un peu en catimini parce que un tel sujet est un petit peu dystopique, un petit peu farfelu vu par certains profs. euh, disons, ils n'ont pas fait la pub, quoi. Donc j'ai mon mémoire, mais il fallait pas trop les bruiter parce que ça faisait pas très sérieux de faire une base sur Mars à l'époque. Et donc j'ai eu ce mémoire et en fait à l'époque Richard Edman a monté une association qui s'appelait l'association Planète Mars, qui était le penchant de la Mars Society, qui est une branche privée américaine aux États-Unis et qui travaille notamment en collaboration à l'époque avec la NASA. Il me dit, écoute, je monte cette association pour promouvoir le retour sur Mars et le retour habité. Enfin, pas le retour, mais le voyage habité. Hein. Je dis, ah ouais, ça peut être vraiment génial. Et du coup, on a fait des choses extraordinaires. J'ai pu faire des conférences. J'étais un petit peu invité à droite à gauche. On a conçu des maquettes de bases martiennes extrêmement réalistes avec les écoles d'architecture, de design, euh, avec des budgets. Euh, les projets ont un tel point marqué que lors de l'ouverture, le nouveau musée de l'air et de l'espace, je crois que c'était à Washington, c'était Bush père qui avait inauguré le musée. Ça avait fait la une des journaux. Et ils avaient réalisé une maquette de base martienne à l'échelle 1, donc à l'échelle humaine. Et c'était la copie conforme de notre projet. Vraiment. Et, et alors, Vous avez été quand je cité parle quand de même, projet, au moins dans ton équipe. pardon? Vous avez été cité quand même pour l'emprunt. Même pas. Ben non, les Américains, ils ne se gênent pas pour prendre. Hein. Après, comme nos projets sont diffusés, ils sont publiés, d'ailleurs, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, on peut aller voir, c'est un vieux site que je ne mets plus à jour parce que je travaille moins là-dessus, mais qui s'appelle architecture espace.com. Non, archiespace.com, pardon. Archi-espace.com. Vous pourrez voir tous les projets qu'on a fait. Et le plus marquant, c'est j'ai quand même été invité dans une base de simulation martienne dans le désert de l'Utah en 2006, où j'ai pu tester des scaphandres de simulation, euh, des rovers dans une base martienne. Et je suis resté 3 semaines en simulation dure avec des EVA. Les EVA, ce sont des sorties extravéhiculaires. Et il y avait un cahier des charges. Et on a vécu vraiment comme des missions sur l'ISS avec Thomas Pesquet. C'était vraiment ça, quoi. Et c'est même allé assez loin parce que ça a intéressé France 2. Et il y a une équipe qui est venue, qui nous a filmé. On est passé au journal plusieurs fois sur France 2 et ça a fait l'objet d'un envoyé spécial. Et ça a tellement marqué que suite à cette aventure, j'ai fait la une du journal de la Manche Libre. J'ai ma tête en pleine page en scaphandre. C'était extraordinaire. Et on a fait des publications. Je te montre là tout de suite. On a Vas-y, sorti vas-y. ça sur un site d'expérience qui s'appelait Entre Terre et Mars. C'était un carnet de voyage qu'on a fait avec Olivier Walter. Et comme tu peux voir, on a réalisé des superbes illustrations. C'était surtout Olivier. Et moi, comment dire, j'ai plus participé sur les textes. Et dans ce livre tout en couleur, on voit tout notre périple, tout ce qu'on a fait, les expériences. Là, tu peux voir un petit peu la base. Bon, malheureusement, il est en rupture de stock. On espère peut-être le rééditer un jour, peut-être pourquoi pas chez Lumé, ça serait rigolo. Et donc là, si tu peux voir, tu peux me voir en scaphandre là, avec Olivier. Voilà. Donc c'était une expérience de folie. Et, mais tu peux trouver la vidéo de France 2 sur YouTube. Si tu tapes Pierre Brûlé ou MDRS 42, MDRS 43, tu tombes dessus. Donc Alors, le voilà. Mais site, après, c'est. besoin, je t'enverrai les liens. Le Voilà. site Archimars, ouais, archi-du-6mars.com, c'est ça? Non, archi-espace.com. Archi-espace.com. Archiespace.com. S'il y a C'est ça. quelqu'un dans la modération qui peut envoyer le lien sur le chat pour que, pour que les autres spectateurs, les autres viewers puissent aller voir le site,
Et on mettra le lien sur la rediff. Ainsi que le lien de reportage sur France 2. Ok, ok, ok. Et du coup, avant de travailler sur les appels de terre sur Mars, tu as fait des études d'architecte. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à devenir architecte? Est-ce que c'est justement cet imaginaire de rôliste qui t'a poussé vers ça ou... Alors, pourquoi je suis devenu architecte? Oui. C'est un petit peu antinomique, mais un petit peu contradictoire avec tout ça. C'est parce que j'étais pas très bon à l'école. Disons que j'aimais pas ça du tout. C'était pour moi une souffrance, c'était l'enfer. J'avais du mal à m'insérer. Bon, j'étais un petit peu, peut-être un peu décalé par rapport aux autres, un peu rêveur. Et par contre, j'étais pas mauvais en dessin. Je me débrouillais pas trop mal en mathématiques, mais j'avais une certaine logique. Mm. Et donc, euh, et donc c'est venu un peu comme ça. C'était des études à la base qui ne demandaient pas d'entrée. Il n'y avait pas de concours. Donc, c'est un peu par dépit au départ. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis, je suis rentré à l'école d'architecture de Normandie, qui est à Rouen, enfin plutôt à Darnétal, donc l'école d'architecture de Normandie. Puis ça s'est très bien passé. Je me suis éclaté. J'ai fait tout un tas de choses. J'ai bossé aussi pour Air France sur du design, des choses comme ça. Mais c'est vrai que quelque part, qui m'a conduit à ça, c'est peut-être ma, ma certaine facilité à l'imaginaire. Mm. Et l'architecture, pour ça, pour s'exprimer dans les volumes, bah, je me suis éclaté, quoi. J'ai fait des choses sympas. Euh, et puis, bon, là, aujourd'hui, c'est un peu différent parce que je travaille plus dans le, dans toute la partie restauration du patrimoine haussmannien à Paris, également tout ce qui est travaux, reprise sous œuvre, quand on a des bâtiments qui sont un petit peu fatigués, qui sont abîmés par le temps. Euh, Là, je suis moins dans la conception et la création. Je suis plus, on va dire, dans la restauration euh, d'un, d'un- de bâtiments, et certains assez prestigieux. Mais voilà. Mais l'écriture est pour moi un palliatif parfois à ce manque. Et voilà, c'est pour moi absolument vital d'écrire. Si j'écris pas pendant 2, 3 jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Et souvent, quand je ne me sens pas bien, c'est parce que j'ai pas écrit Mm. pendant un moment. C'est devenu une drogue Il faut dure en quelque travailler pour sorte. ça, quoi. Pardon? C'est devenu une drogue dure en quelque sorte. Bah, oui, ça fait partie de moi, quoi. C'est une extension de ce que je suis, sauf que cette extension, ben, elle peut se partager. C'est ça qui est fabuleux avec l'écriture. Tu te rends compte que, en fait, la puissance d'un livre, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est en fait? C'est des symboles, en fait, finalement, qu'on appelle des mots, écriture, qu'on noircit sur une page et qui vont pouvoir, tu vas pouvoir communiquer comme ça à des milliers, et j'espère un jour des millions de gens, une idée, une histoire qui pourra influencer peut-être quelqu'un, lui apporter du bien, comme moi. euh, Ça a été pour moi une espèce de médicament à lire Le Seigneur des Anneaux, au Bible au Hobbit, ou Je suis une légende, par exemple, ou tous ces bouquins incroyables, euh, et se dire avoir ce pouvoir, cette action, on va dire, silencieuse, ce pouvoir silencieux qui peut parfois changer le monde. Mm. Il faut se rendre compte quand même que des livres comme la Bible, on Mm. voit l'impact que ça a pu avoir. C'est incroyable. Enfin voilà, on pourra en parler des heures. Euh, voilà. Mais ce que tu me dis, ça me rappelle une citation de Umberto Eco. Alors là, je sais que Lucas, qui est sur le chat, va me reprendre parce que la citation est loin d'être exacte, mais qui expliquait que les livres étaient vivants, en fait. Oui, Euh, c'est un peu ça. Ils sont plus que vivants, ils sont éternels. hmm, C'est tant qu'il y aura des livres, la transmission se fera. C'est une espèce c'est un relais du vivant, quelque part. C'est un relais du vivant c'est-à-dire plus qu'une histoire. Quand on écrit un roman, vous avez quelque part, vous y inscrivez comme les codes génétiques de l'auteur, parce que sans le vouloir, vous parlez de vous quand vous écrivez un hmm, roman, quand vous écrivez une histoire, forcément. Il y a du vécu dedans. hmm. C'est souvent ce que certaines personnes très politisées disent. Ils disent tout livre est politique parce que forcément, l'auteur met un peu de ses convictions dans son œuvre involontairement. Inconsciemment, c'est une évidence. Et comme je te le disais, je ne fais pas sciemment, c'est-à-dire, mon but, c'est pas mettre des messages ou dire, Oui, voilà, bien sûr. voter pour un tel, ou etc. Non, pas du tout. Alors là, loin de moi de tout ça.
Mais effectivement, à travers mes écrits, on va pouvoir dire, mais attends, toi, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Et à tel point que c'est marrant parce que je vais un petit peu me révéler, un petit peu intime ce que je dis, mais euh, à une époque, quand j'étais jeune, j'étais extrêmement timide. J'avais un vrai problème avec les femmes, avec les filles de mon âge, par timidité. À tel point que le premier roman que j'ai écrit, c'était au moment où j'écrivais mes nouvelles, c'était épouvantable, ça s'appelait L'Enfer Blanc. Je l'avais écrit au moment où je lisais Le Seigneur des Anneaux, donc j'étais complètement imprégné. Le livre était imprégné du Seigneur des Anneaux, donc forcément, c'était une espèce de pâle copie. Je l'ai fait lire à mon père. Il me dit, ah, t'écris, c'est bien, c'est cool. Ah, je lis ton histoire, ouais, c'est pas mal. Bon, écoute, c'est un premier jet, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas mal. Par contre, il y a un vrai problème dans ton histoire. Je sais pas quoi. Ah, il n'y a pas de femmes. Il n'y a que des mecs quoi, qui se battent, des châteaux, mais comment ils se reproduisent là. Je l'avais oublié, il n'y avait aucune femme, effectivement. Hmm. Alors, voilà, donc ça reflète ce que je disais quand que tu écris, ça reflète ce que tu es aujourd'hui. Je pourrais plus écrire ce que j'ai écrit en 2010. Maintenant, ça serait très différent. Euh, il y a eu un gap, en fait, il y a eu un gap à un moment donné. Quand j'ai écrit un qui s'appelait Le Manoir aux Esprits, c'est un roman fantastique juste après L'Enfant du cimetière, euh, qui a été écrit en 2000. Le Manoir aux Esprits a été écrit, publié en 2011, je crois, et Incursion. Donc il y a eu Magma, et puis Incursion. Et Incursion, c'était vraiment le grand saut. Et donc, avec des éditions Lumé, on le republie, mais dans une version améliorée. Et là, du coup, je suis très fier du résultat. Il y avait vraiment un gap parce que je dis ça parce que là, je retravaille sur Le Manoir aux Esprits dans l'objectif de le republier chez un nouvel éditeur. Et il y a un boulot de dingue parce que je le relis, je dis ça va pas, je ne ferai plus comme ça. Et c'est là que tu vois que tu progresses, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et c'est vrai aussi que tu as mûri, hein. Il y a des choses que tu vois plus du tout pareil, quoi. C'est pareil, si je peux me permettre, c'est pareil quand t'es vidéaste. Vu que moi je fais des chroniques depuis 2014, quand je revois les vieilles chroniques que je faisais à l'époque, je me fais ah, ah. Ah oui, c'est Et alors que quand je vois les trucs qui ont été fait plus récemment, je fais ouais, ça va. Mais on a plus de mal à revoir les trucs qu'on a fait à l'époque parce qu'on a beaucoup trop changé du coup au cours des années. c'est ça. Je voulais aussi, je me posais aussi une question. Est-ce que du coup, ton expérience en tant qu'architecte, ça a une influence sur, par exemple, comment tu décris les mondes? C'est pour ça que le thème c'est architecture et design des mondes. Oui, Est-ce que ça influe sur la manière dont tu décris les univers dans tes romans? oui, On pensait que absolument. par exemple Tolkien, c'était un peu une blague qu'il y avait, il disait Tolkien met un chapitre à décrire, à décrire l'herbe à pipe des hobbits, et pour expliquer qu'en fait il était tellement ancré dans son univers qu'il n'arrivait pas à lâcher, il faisait des chapitres entiers pour faire de la description. Alors, oui, c'est vrai. Alors, par contre, contrairement à Tolkien ou d'autres, c'est que je ne vais pas m'étaler dans les descriptions. Comme je te disais, j'ai une écriture très visuelle, très Hmm. cinématographique. J'écris mes romans, qui sont d'ailleurs souvent assez courts, comme des scripts de cinéma. Donc, je vais vraiment directement au fait. Et les descriptions, je vais vraiment à l'essentiel. Mais effectivement, par contre, l'architecture m'a quand même influencé et ça a influencé mon écriture. Par exemple, dans Incursion, on parle d'architecture, mais c'était ma vision de ce que pourraient devenir les espaces, les lieux dans 10, 20, 20 ans, quoi. Donc, je propose des idées un peu marrantes. Les côtés aussi spatial et temporel aussi, ça m'intéresse beaucoup. J'apporte quelques petites idées marrantes. Et puis Mars aussi, parce que j'en parle un petit peu dans ce bouquin. Donc il y a un peu tout ça de mon travail d'architecte, et Mars aussi, parce que j'ai fait une mémoire de fin d'études sur Mars. Donc forcément. Et puis dans d'autres romans également, l'influence de l'architecture, bah, dans le manoir aux esprits, parce qu'il est question d'un manoir hanté. Donc je fais quelques petites descriptions comme ça. Euh, mais je ne vais pas m'étaler trop longtemps sur les descriptions, parce que moi déjà, moi, ça me saoule quand je lis un bouquin, ou alors il faut que ça soit très bien fait, Hmm. très bien amené, mais ça, il faut vraiment beaucoup de talent hein, pour tenir en haleine sur une description qui fait une page, c'est pas donné à tout le monde. Euh, donc oui, forcément, il y a parfois un peu de mon travail. Et puis dans certaines de mes nouvelles également, hein. Je ne pourrais pas toutes les citer, il y en a tellement, j'en ai écrit pas loin d'une quarantaine. Alors je parle de celles qui ont été publiées. Et j'ai notamment une nouvelle qui se passe que sur Mars, que j'ai écrite il y a quelques années, qui parle
de fantômes martiens, des choses comme ça, assez marrant. Euh, et, euh, mais voilà quoi. Donc, comme en fait, je suis un- j'ai une appétence pour la vie, pour beaucoup de choses. euh, J'écris sur beaucoup de sujets, beaucoup d'univers, beaucoup de thèmes. Euh, mais en général, il y a une ligne directrice à tout mon travail d'écriture, c'est le fantastique. On le retrouve dans pratiquement tous mes textes. J'ai très peu de textes, on va dire, classiques. J'en ai deux, trois comme ça. Et notamment un polar. On en parlera plus tard. J'ai écrit un polar noir, c'était une commande. Ah. Euh, j'ai fait l'incursion dans du polar et ça a été sympa puisque j'ai été finaliste du prix Bob Moran. Et apparemment, ce que j'ai pu comprendre, j'étais à une ou deux voix de l'emporter, mais malheureusement. Finaliste du Et prix quoi? Bob Moran? le prix Bob Moran, j'étais finaliste, ouais, il y a quelques années. Et le roman a eu ouais, plutôt des éloges, hein, dans les chroniques et critiques. Et à un moment donné, je me suis posé la question si je n'allais pas écrire que du polar, parce que c'est vrai que c'était un genre que je ne connaissais pas, je me suis bien marré. Mais dans Incursion, on retrouve ce côté un peu polar, mais qui est plus un thriller, en fait, hein. Un thriller d'anticipation. Voilà. Mais et dans les textes, du coup, dans tes ouvrages SF, tu t'inspires de tes travaux sur les habitats martiens. Et pour le fantastique, de quoi tu t'inspires principalement? Excuse-moi, j'ai la gorge un peu sèche. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui. Euh, pour le fantastique, alors Tu veux prendre une bouteille d'eau peut-être? j'ai de l'eau, mais justement, tu fais bien, merci. Je te remercie Pas parce de que c'est souci. bon. Voilà pour l'entracte. Oui, alors j'ai été influencé par des livres, notamment pour le fantastique, on en parlait, euh, par des textes de Lovecraft, notamment aussi par Bram Stoker, Le repère du ver blanc. Il y avait aussi une histoire sur la Dame Blanche, je ne sais plus le nom, des histoires de fantômes, de spectres, ça m'avait vraiment marqué. Et aussi des expériences que j'ai eues personnelles sur des expériences, on va dire, paranormales. Je ne vais pas trop entrer dans les détails parce que, bon, après, on va dire, l'auteur Pierre Brûlé est un peu fou, un peu excentrique. Mais j'ai eu des expériences, on va dire, de rencontres, de sensations vécues, euh, dont une, deux d'ailleurs, deux, on l'a vécu à plusieurs. Hein. On s'est fait les peurs comme pas possible. Et il y a une de ces expériences que j'ai écrite dans une nouvelle. Pour mémoire, elle s'appelle, je crois, La Faille, qui était apparue dans Dark Run. On a fait un recueil de nouvelles. Justement, comme ma bibliothèque perso de tous mes ouvrages est là, je vais le sortir. Ah, Et on peut le trouver dans ce recueil de nouvelles fantastiques qui s'appelle Dark Run, publié aux éditions La Clé d'Argent. Je fais un peu de pub. pas de souci. Donc là-dedans, il y a la nouvelle dont je viens de parler, d'une expérience réelle. Et ce que je raconte, c'est raconté de façon romancée, mais à 90%, tout est exact. Voilà. Donc, euh, comment j'étais influencé par ça, euh, par mon vécu, et puis par mon imaginaire, qui parfois a tendance à un petit peu aller loin. Et c'est vrai que même au boulot, parfois, disons que l'architecture et l'écriture viennent un petit peu se mélanger. Et parfois au boulot, je parle de mes bouquins, je parle de mes salons, mais ils me prennent pour un extraterrestre, quoi. Ils me disent- Bon, Je connais cette sensation. bon, après, heureusement que je ne bosse pas si mal, que j'assure à peu près dans ce que je fais, parce que c'est toujours prétexte à dire, bah, écoute, mon gars, au revoir, hein, t'es bien sympathique, mais ça colle pas avec ce qu'on fait, quoi. Donc, euh, donc voilà, tout ça se mélange et ça fait partie de ma personnalité. En fait, je peux pas écrire. Il y a des auteurs qui vont se centrer uniquement sur un genre, la fantasy par exemple, qui vont écrire des suites comme ça. Euh, c'est génial, hein. Mais moi, je m'ennuie. Au bout d'un moment, il faut que je change d'univers. Il faut que je passe je sais pas moi, du roman de fantasy gothique. Ouais, j'ai écrit des contes gothiques.
j'ai touché pas mal de genres quand même. La dark fantasy, du polar, du thriller, des romans fantastiques érotiques aussi. Oh, ça J'ai pourrait intéresser des expérimenté gens, ça. ça. Ouais, on en retrouve toujours dans Darkrun. Des nouvelles aussi, je me suis vraiment amusé à retravailler sur des contes, sur le conte de Prokofiev, conte musical Pierre et le Loup. Et pour mémoire, je suis le seul à avoir écrit un roman là-dessus, à faire une adaptation romancée. Aux Ça n'a éditions jamais été fait. Luciférine, c'est ça? C'est ça. Et là, il est en rupture de stock. Euh, le livre a pas mal marché. J'ai eu par contre de très très bonnes critiques. Donc le livre va ressortir, je pense, début l'année prochaine dans une version grand format, améliorée, une couverture un peu modifiée qui sera encore plus sympa. Et également, j'ai fait la réécriture du conte de Petit Chaperon Rouge, euh, où j'ai imaginé que l'histoire se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et le grand méchant loup, c'est un chef nazi. Et le petit chaperon rouge, c'est une petite fille qui naïve par la fenêtre de sa chambre voit des bombardements et elle prend ça pour des feux d'artifice. Alors, donc j'écris toute l'histoire comme ça sur la naïveté d'une fille, sur l'horreur de la guerre. Donc c'est une histoire qui avait marqué à l'époque et qui est en plus superbement illustrée. Et d'ailleurs, je vais te le montrer. Ah, Je par vais contre, je sais pas retrouver. si le mot nazi va me valoir une démonétisation. Je sais pas du tout. C'est pas grave. Voilà. Mais voilà, donc c'est un roman, du coup, il faut que je retrouve. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Je sais pas, je sais pas où il est. Remarque, j'ai joué à Black Sad et il y avait un drapeau confédéré, donc à partir de là, bon. Alors, euh, ensuite, alors quelqu'un m'aurait pris, je reste encore un petit peu, je ne retrouve pas. Ah, donc le Euh, petit chaperon rouge dans le monde de la Wehrmacht. voilà. Non, mais là, par contre, je ne sais pas où il est. Et là, par contre, ça m'inquiète, parce qu'il ne me reste plus beaucoup. Alors, je recherche une dernière fois. Il y a Sayori, ma modératrice, qui est contente parce qu'en citant Pierre et Lolo, tu lui as rappelé son enfance. Donc voilà. Ah, d'accord. Et ben, écoute, alors attends. Le voilà. Alors, ça, c'est Pierre Leloup. Pierre le chasseur et Leloup. Paf, voilà. Voilà, c'est ce que Bon. j'avais Et cité lui, sur en Lucifer, intro. donc là, il y en a plus, il n'y a plus d'exemplaires. Je crois qu'il en reste un. Mais il faudra attendre janvier pour l'avoir. Et je suis un petit peu embêté parce que je ne le trouve pas. Alors, si, il doit être là. Il doit être ici. J'en ai plusieurs ici. Excuse-moi, je tourne le dos, je n'ai pas pour longtemps. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. C'est juste que j'aimerais. Parce qu'il J'ai est j'ai quand même entendu un assez bruit, un long. bruit là de l'autre côté. J'espère que mon chat fait pas trop l'imbécile. Parce que ça reste- Zut, alors, je ne le trouve pas du tout. Est-ce qu'il- Dommage, Sayu, c'est en rupture de stock. Non, 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 ça serait dommage quand même chez moi. Alors, attends, où est-ce qu'il est? Alors, ça, c'est fou. Eh bien, écoute, il doit être. Il faut que je récupère dans un stock. Mais, bah, écoute, c'est pas grave. Écoute, voilà, c'est pas grave. Mais voilà, quoi. Donc, réécriture de compte, ça m'a beaucoup amusé. Et puis voilà, donc, c'est- voilà, je m'expérimente à tout. D'accord. Je m'interdis rien et j'ai que écrit des one-shots, sauf pour l'enfant du cimetière, qui est devenu une trilogie. C'est Hmm. parce que on me le demandait, en fait. Voilà. D'accord. Donc t'es un auteur très polyvalent, quoi. Tu te limites pas juste à la SFFF. Tu Non, varies. Ok. non, non, je varie. Et alors, c'est à chaque fois un risque. Et c'est surtout, je me condamne à devenir un auteur, on va dire, confidentiel. Parce que, apparemment, et on le voit, hein, les auteurs qui réussissent, déjà, bon, ils ont plus de talent que moi, hein, je pense. Euh, et c'est surtout, ils vont écrire sur un genre, quoi. Franck Tilliez, il va écrire que du thriller. Et on le voit bien, ou des auteurs Il y a comme, aussi Olivier Norek, qui est un ancien policier qui fait beaucoup de thrillers également. voilà, oui, ou alors Trône de Fer, par exemple, ou Moorcock, il va écrire surtout de la fantaisie. Moorcock, le cycle d'Elric, Hank Moon, reste dans des univers comme ça. Euh, et puis, pareil, il y a Ron Howard avec Conan le Barbare. Euh, disons que quand vous avez un livre qui marque, et moi j'ai fait tomber dans le piège, c'était L'Enfant du cimetière, avait tellement plu, à un moment donné, on voulait un petit peu me caser dans l'auteur du conte gothique jeunesse, etc. Hmm.
Et je me souviens quand j'ai sorti Madame Rose Esprit, c'était très différent et beaucoup m'ont plus suivi, m'ont dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais maintenant, voilà, on me connaît comme un auteur qui, à chaque roman, va faire quelque chose de différent. Et un très différent qui est sorti aux éditions Éleusis, qui s'appelle Artica, qui est du coup un roman de dieselpunk. Euh, c'est un genre un petit peu comme le steampunk, mais dieselpunk, on est plus dans les univers de la Seconde Guerre, c'est-à-dire que tous les véhicules futuristes ressemblent un petit peu au design des années 40-50. Hmm. Donc, c'est le diesel à fond, l'électricité, des choses comme ça. Dieselpunk, je connaissais pas du tout. Voilà. Donc, c'est. Alors, forcément, pardon. J'ai mis aussi des choses, parce que j'aime bien mélanger, j'ai mis du fantastique. Et voilà, pour les gens qui aiment bien les univers comme ça, un peu décalés, l'univers parallèle à la Terre, euh, avec des ambiances aussi un peu à la Jules Verne, parce que c'était une aventure d'exploration assez étonnante, je pense. Le côté un petit peu comme ça, un petit peu fou à la Mad Max. Voilà, c'est. D'ailleurs, j'ai ici, c'est celui-là, Artica, bref. Et voilà, qui est toujours aux éditions Hélènia. Voilà. Alors, magnifiquement illustré par Jimmy Robon. Voilà. Et ça, celui-là, c'est le dernier roman que j'ai sorti, et ça fait déjà 3 ans. Voilà. Donc c'est pratique d'avoir sa bibliothèque juste à côté. J'avoue. Effectivement, c'est pratique. Mais c'est comme moi quand je vais chercher un CD, bah, c'est un peu plus facile. Mais tu sais, justement, ce côté cantonné à un genre, c'est pas qu'en Occident qu'on le trouve. Parce que par exemple, moi je lis beaucoup de mangas, je pense que ça se voit un peu à ma bibliothèque. Mhm. Et il y a un auteur qui s'appelait Ken Akamatsu. Il sort un moment un manga qui s'appelle Lovina, qui est vraiment typique harem manga, c'est-à-dire un mec qui se retrouve entouré de belles filles pour une raison particulière. Et depuis le succès de ce manga, il n'était cantonné qu'au harem manga. Donc je dis, tu ne fais que du harem manga. Et lui, il Mhm. voulait faire ce qu'on appelle du neketsu, les mangas d'action à la Naruto, One Piece, etc. Et le problème, c'est qu'il pouvait pas, parce que les éditeurs ont dit non, t'es un auteur de harem, maintenant tu fais que ça. Et il a dit ok, il a fait un autre manga qui s'appelle Nigima, où en fait au départ c'était du harem, et tout doucement il a commencé à implanter des éléments de neketsu sans que ça se voit. Et Ah oui. aujourd'hui, il peut faire du neketsu parce qu'il l'a prouvé, mais il a dû faire une espèce de transition qui n'avait aucun sens. Donc j'ai l'impression que dans n'importe quelle industrie, industrie littéraire, que ce soit en Occident ou au Japon, on est soumis au même problème en fait. Les auteurs sont soumis au même problème. Tu fais un truc qui marche, paf, catalogué. Et c'est pour ça aussi que j'aime travailler et collaborer avec plusieurs éditeurs différents. Hmm. Déjà, tu ne mets pas les œufs dans tout le même panier parce qu'il y a parfois malheureusement des éditeurs qui mettent la clé sous la porte. Et si on a tous ces romans chez un seul éditeur, on se retrouve un petit peu sans plus rien, quoi. Hmm. Et j'aime travailler aussi en collaboration, souvent sur les couvertures de livres. J'aime beaucoup avoir une interaction avec l'illustrateur. Et c'est pour ça qu'en général, enfin, je trouve, et le retour que j'ai, c'est que souvent on me dit que les couvertures sont plutôt réussies. Et, euh, et ça j'aime bien ce travail de collaboration et je vais d'ailleurs le développer. J'ai un projet de livre peut-être à 4 mains, donc écriture à deux. Et là, je travaille également encore quelque chose de nouveau que je n'avais pas encore fait, sur un livre illustré jeunesse, mais vraiment jeunesse. Je ne vais pas trop en parler, avec un illustrateur vraiment qui a un talent fou. Donc, ce sera plus un livre d'images, mais qui raconte une histoire avec très peu de mots. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est comment raconter une histoire avec un début, un milieu, une fin, et une fin un petit peu émouvante, avec très peu de mots. Donc toute la force à se faire par le visuel de cet illustrateur. Et on travaille beaucoup là-dessus. Et franchement, je commence à voir le résultat, c'est un truc de fou. C'est super beau. Mais ça va s'orienter pour vraiment les tout jeunes, quoi. D'accord. Euh, mais je ne peux pas trop en parler parce que Pas de vraiment, souci. l'idée est marrante. Et le sujet choisi, moi, ça me plaît beaucoup et ça plaît à pas mal de monde. Et je pense pas que ça a été tellement fait encore. Mais je commence à voir les esquisses de ce que va être le résultat et c'est c'est très très bon, quoi. Donc ça sortira dans un an ou deux. Il y a un gros travail. Et puis voilà, il faut savoir que derrière toute écriture, tout travail littéraire, d'illustration, tu as tout le travail de création qui peut prendre
6 mois, 1 an, parfois 2 ans. Et puis après, tu as tout le travail d'édition, il faut trouver un éditeur. Alors, quand tu l'as déjà, ben, il y a le travail de relecture, de correction, et ça peut durer des mois, quoi. Il y a des échanges permanents, ça peut être 4, 5 relectures, parfois plus. Et parfois même, j'ai été amené une fois à reprendre aux 3 quarts un roman, quoi. À le réécrire intégralement, pratiquement. Euh, et ben, tu réfléchis avant de t'y mettre parce que c'est repasser un an dessus, quoi. C'est clair, c'est clair. Ça doit être un peu Donc, éprouvant, non? oui, mais et puis c'est surtout pour dire à tous ceux qui se lancent dans l'écriture, même moi avec mon background, mon expérience de 15 ans dans le milieu littéraire, ben, faut rester humble. On Hmm. apprend toujours, et puis derrière ça pousse, tu as des jeunes qui arrivent, qui ont un talent fou, qui ne demandent qu'à écrire, qu'à publier, qui ont une vitalité folle. Euh, et puis le monde de l'édition est petit, quoi. Et c'est surtout, il y a beaucoup de demandes. Il y a finalement pas tant que ça de livres publiés, même si on a quand même beaucoup plus qu'il y a une époque, parce qu'aujourd'hui, avec les livres numériques, c'est quand même plus simple. Ça coûte moins cher, on n'est plus obligé de faire du stock. Mais c'est quand même dur. C'est à chaque fois une remise en cause, hein. C'est pas simple. Et puis bon, on vieillit, quoi. On fatigue un peu. Moi, j'ai presque 53 ans. J'ai mon activité d'architecte, j'ai une famille. C'est non-stop, quoi. Hmm. C'est compréhensible. Là, on va passer à la question un peu rigolote. Parce que Mhm. je sais pas si tu es déjà tombé sur ces vidéos où par exemple ils invitent une avocate pour pour décortiquer les séries qui parlent de justice et d'avocats, ou alors des boxeurs qui décortiquent des films parlant de la boxe. Là, on va faire pareil. Est-ce que Mhm. toi, en tant qu'architecte, tu as vu un truc, tu as vu par exemple des auteurs faire de la description d'environnement et il y a des moments où tu te dis non, en fait c'est pas logique, ça ne va pas du tout. Est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pas tiré les cheveux mais tu te dis non, non, ça c'est une erreur. Quelles sont selon toi les plus grosses erreurs que peuvent faire les auteurs en termes de description d'univers ou en termes de world design en général? Alors, le plus difficile à faire, euh, et c'est encore plus criant dans le cinéma ou série, parce que là, tout est visuel. Si les costumes sont mal faits, bah, ils sont mal faits, quoi. Ouais, on parlait de littérature mais ça peut s'atteindre aussi aux illustrations ou au cinéma effectivement. Alors, autant ça pardonne pas sur le grand écran, autant sur un roman. Alors, justement, là, je parlerai de Magma, donc c'est un roman de dark fantasy que j'ai écrit il y a quelques années, pareil, qui est en rupture de stock. Et là, j'aimerais bien qu'il soit publié un jour parce que c'est un univers foisonnant, qui est assez original, qui avait beaucoup plu à l'époque. Donc, j'appelle du pied les éditeurs qui m'écouteraient, qui souhaiteraient le republier. Euh, et et là, justement, j'avais envie de réalisme quand même, dans un univers féerique, fictif, et c'est pas simple. Mais je voulais pas tomber dans le cliché facile, c'est-à-dire la fantaisie avec des dragons, avec des elfes, des orques. La fantasy, On connaît. la fantasy, ouais, la high fantasy, ouais. Voilà. Souvent, c'est la critique qui est faite par exemple à Game of Thrones, c'est ouais, au niveau fantasy, bon, t'as mis des dragons, quoi. C'est un peu le Alors reproche qui est après, fait. la force de Game of Thrones, ce sont les personnages, ce sont les intrigues. Hmm. C'est quand même. Moi, j'ai vu toute la série, c'est extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. C'est pas du tout la même manière que de raconter une histoire. Mais par contre, vraiment c'est génial, quoi. Et puis la série est vraiment très bien faite. Ok. Et donc, oui, alors moi, j'ai vu chez d'autres auteurs, ça m'est arrivé de lire des bouquins, alors, heureusement, pas tant que ça, plutôt des jeunes auteurs qui cherchaient à publier. Ça m'est arrivé de lire pour leur donner un avis, où il y avait des choses qui n'étaient pas du tout cohérentes. Par exemple, je vais parler de Magma, un univers de fantasy que j'ai réinventé. J'ai imaginé les créatures, pas des dragons, mais des créatures sur cette planète où il n'y a jamais de nuit, il fait tout le temps jour, donc il fait très chaud, et les gens pètent un peu les plombs, il y a très peu de coins d'ombre. Donc j'imaginais les créatures adaptées à cet univers. Donc c'est un travail que je fais, mais il y a cette cohérence-là, parce que, par exemple, j'ai imaginé une sorte de créature dans les déserts qui s'appelle les nettoyeurs, et en fait, ils supportent pas les batailles. Et quand il y a des batailles, quand il y a des morts, ils viennent. Ils veulent que le désert soit propre parce que c'est leur
c'est leur lieu de vie. Et donc, ce sont des sortes d'animaux géants qui flottent comme ça, qui sont comme s'ils avaient de l'hélium dans le ventre, donc ils sont très gros. Et ils ont des sortes de trompes comme ça, qui sont des lèvres, et qui viennent un petit peu sucer et aspirer le sol. Et donc, quand il y a des batailles, ils viennent aspirer les morts et parfois les blessés, qui meurent d'atroces souffrances. Et ça s'appelle les nettoyeurs. Et quand on les voit, t'as intérêt à te barrer, quoi. Donc, c'est des créatures comme ça que j'ai inventées pour cet univers. Et il y a plein de choses comme ça que j'ai imaginées. Mais ça reste de la fantaisie avec les codes. C'est-à-dire, tu retrouves les guerriers, tu retrouves des aventuriers, tu retrouves au niveau des armes, tu retrouves des épées quand même, des choses comme ça. Euh, il y a des, on peut appeler des rois, il y a de la magie. Donc il y a quand même ce qui fait l'essence de la fantaisie, tu le retrouves. Et, et le côté dark, parce que c'est un univers assez brutal, assez sombre quand même s'il fait très chaud, très beau tout le temps. C'est quand même un monde un peu difficile. Et là, on rejoint le côté spatial, le côté martien, c'est-à-dire le côté planète. C'est que, je disais, dans ce monde-là, il fait tout en jour, c'est-à-dire il y a deux soleils. Quand un soleil se couche, un autre se lève, tu vois. Donc c'est le côté un petit peu planète, marrant. Et, euh, et puis dans l'histoire, bon, je ne vais pas trop raconter, mais il y a un moment donné, ça va plus du tout parce que tu as un des soleils qui grossit de plus en plus, qui grossit de plus en plus. Et donc, la planète va mourir, ils ont de plus en plus chaud, les gens, ils se tapent dessus. Et donc, dans l'histoire, il va y avoir des espèces d'anti-héros comme ça. Il va être amené à partir en quête d'une espèce d'artefact magique pour dégonfler le soleil. Un côté un petit peu onirique comme ça. Donc, peut-être avec une lance magique ou un arc géant avec une flèche démesurée pour dégonfler le soleil. Voilà. Donc, je ne vais pas trop en raconter. Voilà. Donc, j'espère. Bon, ça fait partie d'un des projets que j'aimerais ressortir. Voilà. Mais pour revenir à la question de base, du coup, les erreurs les erreurs les plus récurrentes que font les auteurs quand ils Oui. font du design de monde. Les récurrentes, alors, c'est les anachronismes, par exemple. Ah ouais? On peut retrouver ça. Euh, Il y a des erreurs parfois un peu bêtes. Par exemple, euh, quelqu'un qui va raconter une histoire qui se passe pendant l'époque de la Renaissance, il va parler d'un objet ou d'un instrument de musique qui n'existait pas encore. Ça choque. C'est le Ouais. genre de truc quand on est un petit peu connaisseur, eh ben, ça va pas. Les dialogues aussi, c'est terrible. Alors, les dialogues, c'est pareil. Euh, on avait une façon de parler. Chaque époque a sa manière de parler, ses mots. Alors, évidemment, si tu écris un roman qui se passe au XIIe siècle, tu ne vas pas parler en vieux français, parce que ça sera absolument incompréhensible. Mais tu ne peux pas dire des mots comme, je ne sais pas moi, Saint-Père-Lipopette ou Ouais. il y a des termes comme ça qui vont pas. Donc, il y a des erreurs de dialogue comme ça Mais toi, en tant qui font. qu'architecte, c'est les anachronismes architecturaux qui te gênent le plus, quoi. C'est quand par exemple, c'est un roman historique et qu'il y a des erreurs par-ci par-là, tu dis, eh non. Oui, et aussi très drôle, c'est quand des romanciers racontent une histoire avec le héros, c'est un architecte. Et il te raconte ce qu'il fait. En fait, tu vois que le mec, il est pas architecte et il y a des clichés. Voilà, des clichés. Et c'est très drôle. Et on voit ça dans certains films. Euh, je sais plus, je crois que c'était dans. Je sais quel film on voit l'architecte. C'est un film assez récent. Et le mec, il a ses rouleaux de plans, il dessine leur genre artiste. Alors que ça fait déjà belle lurette qu'on dessine sur des logiciels CAO, PAO comme AutoCAD, tu vois, ou Archicad. Et ça, c'est parce que dans l'image, dans l'inconscient du lecteur, du spectateur, c'est l'architecte, c'est le mec qui a son foulard, son chapeau noir, et puis ses plans, quoi, qui dessine. Après, il y a aussi Astérix Mission Cléopâtre, mais numéro bis est censé être un personnage caricatural et parodique, donc là, Oui, ça mais, va, mais quoi. là, c'est tourné sur le scène de la dérision pour faire marrer, hein, Ouais. évidemment. Euh, et, euh, Surtout qu'il est présenté comme un et, mauvais architecte. On lui dit, non mais ta fenêtre, elle va pas là en fait, elle est toute de ouais, traviole. On dit qu'il est mauvais justement dans le ouais, film. c'est vrai. Et puis ce qui est triste, c'est qu'il y a j'ai beaucoup de confrères qui sont pas bons, hein. Il faut dire ce qui est, quoi. Il y a de tout, quoi. C'est comme dans tous les métiers. On ne donnera pas de Alors, nom, mais non, mais bon, bon, je ne vais pas rentrer dans ce sujet-là, c'est un débat qui peut durer des heures. Mais voilà.
D'accord, d'accord, ouais. Du coup, ouais, quand le personnage se dit architecte et qu'en fait, ouais, on tombe sur des idées, enfin, pas des idées reçues, mais des stéréotypes, ouais, ça a tendance à plus te faire grincer les dents. Mais par contre, Oui, en termes d'architecture dans des univers de SF ou de fantasy, il n'y a rien qui te paraît grossier en mode, non, enfin, il n'y a rien qui te semble incohérent, pas spécialement. C'est surtout dans tout dans ce ce que qui est j'ai pu lire, non, historique. parce que en fantasy, par exemple, ou même en SF, j'ai eu la chance, j'ai lu que des bons bouquins. Et au contraire, je vois Tolkien en architecture, il s'est beaucoup inspiré de l'architecture, notamment du Mont-Saint-Michel, euh, pour faire, je crois, je sais pas si c'était Minas Tirith, je sais plus. Mais non, non, il y a de la recherche. Et ce que j'ai pu voir dans les descriptions, enfin lire dans les descriptions, j'étais même souvent très surpris par les idées, quoi. Euh, il y a notamment Bradbury avec Fahrenheit, je ne sais pas si tu l'as lu. Euh, Non, je le connais de nom, je sais qu'il y a une adaptation cinématographique, mais j'ai ni vu le on- film ni vu le livre. c'est un monde où on détruit les livres, quoi. On ne peut plus lire de livres. Enfin, c'est vraiment, tu as les pompiers en fait qui brûlent les livres. Euh, et à un moment donné, dans la description de Bradbury, il parle des murs écrans. Imaginez, et ça t'écrit dans les années 50 ou 60, je ne sais plus. Imaginez que dans les maisons du futur, les murs, ce seront des écrans. C'est génial, quoi. C'est absolument génial. Et aujourd'hui, c'est vrai, maintenant, tu as des écrans qui font 3 mètres de long, tu as des vidéoprojecteurs. Maintenant, on commence à faire des murs écrans. Il a imaginé les murs écrans. Et ça participait à volume à l'architecture, quoi. Et c'était génial, quoi. C'est-à-dire que les écrivains, euh, de ce que j'ai pu lire, donc il y avait pas, j'ai eu heureusement très peu d'incohérences, mais non seulement très peu d'incohérences, mais surtout des nouveautés, quoi. Ça apportait des choses inédites. Hmm. Et, mais les incohérences, j'en ai surtout vu vraiment chez des jeunes auteurs, des apprentis. Ouais, on peut appeler les apprentis quand tu commences, c'est vraiment. Ouais. Faut dire t'es un bleu, hein. Moi, quand j'ai commencé à écrire, c'était assez nul ce que j'ai fait. Franchement, écrire un roman de fantasy sans femme, quoi. Je peux dire, putain, merde, mais qu'est-ce qui. Mais parce que j'avais un problème à ce moment-là de communication avec la gente féminine. Voilà. Ouais. Donc, voilà. Je comprends. Mais tu parlais justement de fait que Fahrenheit a finalement été assez prémonitoire parce qu'en fait, c'est vrai qu'on est entouré d'écrans aujourd'hui. Mais ça me rappelle que souvent, les trucs les ouvrages SF qu'on a le plus de mal à regarder aujourd'hui, c'est ceux qui ont assez bien vieilli parce qu'en fait, ils parlent de trucs qu'on vit actuellement. Je sais que par exemple, pour parler d'un film que j'ai vu récemment, Demolition Man, qui Ouais. parle d'une société vraiment engrangée par le politiquement correct et la non-violence, à tel point que quand il y a un criminel multirécidiviste qui arrive, comme ce chat là actuellement arrive à l'écran, bah en fait ça pose problème. Nous, quand on a vu ce film-là, on a dit bon, c'est un bon divertissement rigolo, mais quelle idée, hein. Et en Mm. fait, bah non, aujourd'hui on le revoit, on dit ah mais on est en plein dedans en fait, on est en plein dedans. Et Non, c'est des fois perturbant en mode ah il a presque tout bon quoi. C'est assez perturbant. vraiment. Mais il y a aussi un film là, qui repasse régulièrement, un vieux film qui s'appelle Soleil Vert, je ne sais pas si tu l'as vu. Je sais qu'il Où il y y a a, ouais, qui parle de surpeuplement de la Terre, je crois. Enfin, je l'ai pas vu, ça, mais je sais qu'on m'en a parlé. Je sais que ça revient régulièrement en référence dans Futurama parce que le Soleil vert est fait de chair humaine. et aussi du réchauffement climatique. Hmm. Parce qu'il fait extrêmement chaud, comme ils détruisent tout, ben, il y a une chaleur étouffante dans les villes, quoi. Et ça parle encore beaucoup aujourd'hui. Et puis pareil de la bouffe. Aujourd'hui, on ne sait pas toujours ce qu'il y a dans notre bouffe, quoi. Alors là il va loin dans le Soleil vert parce que l'origine est humaine. Mais déjà, tu manges de l'humain sans que tu le saches, par exemple. Il faut savoir que tu as des aliments que tu retrouves, me semble, dans les soupes chinoises, par exemple. C'est fait à base, pour le côté texture, ça vient des cheveux, par exemple. On récupère des cheveux chez les coiffeurs, et pour les teintes de certains aliments, on utilise des cheveux humains. Euh, ouais, il y a des trucs comme ça qu'on découvre, enfin, qui se font, mais on n'a pas toujours conscience. Et quelque part, il y a ce côté-là. Et puis le fait aussi qu'on ne sait pas toujours ce qu'on mange, on ne sait pas toujours ce qu'il y a, quoi. Et donc c'est intéressant. Euh, Il y a John en commentaire qui dit niveau fantasy original, je pense que l'univers de Dark Crystal, ça a dû être une bonne référence. Qu'est-ce que- ah ouais, ah bah oui, parce que là, c'est un univers complet de fantasy. Là, pour le coup, encore très original. Il n'y a pas de dragon, voilà. Et on fait de la fantasy avec des marionnettes, avec une ambiance, une atmosphère, des lumières, d'architecture
qui est génial. Et d'ailleurs, il est sorti en série il y a 2 ans, je crois, ou Ouais, c'est une 3 ans. préquelle qui a été faite par le réalisateur français Louis Leterrier. Voilà. C'était pas mal, bon, un peu longué quand même. J'aurais un peu plus, je pense, développé le scénario, mais, mais c'était quand même vraiment sympa. Mais le film d'origine, c'était Je que l'ai- ça. Et puis, il y avait aussi Conan le Barbare. Et c'était d'une puissance visuelle et d'une cohérence visuelle. Euh, il n'y avait pas mieux que Arnold Schwarzenegger pour incarner Conan le Barbare, à tel point qu'aujourd'hui, euh, il y a eu des remakes avec d'autres acteurs. Il y en a eu, je crois, 2. Mais c'est pas possible parce qu'on est tellement imprégné par le personnage qui a complètement incarné Conan le Barbare, qui était Arnold Schwarzenegger, que on a du mal à voir quelqu'un d'autre que lui. Hmm. C'est comme Indiana Jones, quoi. Je vois pas une série avec un autre acteur qu'Harrison Ford. Il y en aura certainement parce que voilà, Disney, côté pognon, etc. Et peut-être qu'ils y arriveront, hein. Mais, mais voilà, là, on parle du coup de l'univers, une cohérence absolue. Et je l'ai revu il y a encore pas très longtemps. Bon, il y a un côté un peu kitsch, hein, comme on retrouve dans Excalibur, côté un peu brillant comme ça, un peu très années 80. Mais n'empêche que c'est génial, En plus, quoi. cette esthétique est rentrée dans la postérité. Quand tu vois par exemple les pochettes de certains groupes de heavy comme Manowar, c'est Ah oui. l'image du culturiste, torse à poil, avec le bras en l'air et l'épée. Et cette Et image, elle est, même encore aujourd'hui, elle est reproduite, quoi. Et on oublie un limite, paramètre. c'est un kitsch, mais un kitsch qui trouve son charme même encore aujourd'hui. Et il y a un paramètre très important aussi, que moi je retrouve dans l'écriture indirectement, c'est dans tous ces films marquants, il y a une musique derrière. Et Conan le Barbare, la musique est extraordinaire. Euh, et je rebondis là-dessus parce que moi, quand je l'écris, j'en parlais lors d'une autre interview, c'est que comme j'ai une approche très visuelle, euh, cinématographique de mes récits, j'ai fait en musique. Et pour Incursion, justement, j'écoutais en boucle Blade Runner, la BO de Blade Runner. Voilà, comme ça. Et du coup, j'avais tout de suite des images qui me venaient et ça m'aide à me concentrer, à plonger dans l'histoire. Et je peux écrire du coup à peu près n'importe où. Bien sûr. D'accord. Bah écoute, je pense on a un peu fait le tour du sujet. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter pour clore cette première émission de Radio Dojo? Ben, déjà, je te remercie beaucoup de m'avoir invité pour cette première. C'est un honneur même. Les questions étaient très sympathiques. C'était marrant de faire cette espèce de ping-pong entre littérature et architecture. C'était très amusant et c'est le genre de choses que j'aime bien. Donc, je te remercie beaucoup Pas de souci. et je souhaite longue vie à ta radio. Qui vient à peine de Et puis, je démarrer, mais fais, oui. voilà. Et je fais du coup un petit peu de pub pour Incursion qui est dans une campagne Ulule qui a déjà atteint son objectif. Donc, on est, je crois, à 128 ou 130%. Mais ça n'empêche qu'on aimerait aller un peu plus loin. Donc, vous pouvez toujours y participer. Donc, c'est aux éditions Yume. Je ne sais pas si on mettra les liens, mais on peut déjà voilà, voir et puis si on souhaite le commander. Et donc, Incursion, donc un roman, un thriller de science-fiction saupoudré de fantastique, Hmm. avec pas mal de rebondissements et qui résume un petit peu tous mes univers et tout mon plaisir que j'ai à raconter des histoires. Voilà. Voilà. Et qui nous permettra d'en savoir encore un peu plus sur toi, Pierre Brûlé, vu que comme tu l'as dit, tu mets beaucoup de tes influences en tant qu'architecte et en tant que fan de SFFF. Donc, on mettra le lien du Ulule dans la description de la rediff. Et ainsi que les liens vers ce dont on a parlé, ce fameux site web archiespace.com, et également le reportage sur France 2. Bah écoute, moi je te remercie, j'étais vraiment très heureux de t'avoir eu comme premier invité pour Radio Dojo. Et, Ouais. euh, et on, Merci à toi. et on te souhaite bonne continuation pour ta carrière littéraire et la suite de tes travaux divers et variés. Et pour vous, merci à tous d'avoir assisté à cette première de Radio Dojo. J'espère que ça vous aura plu. On se revoit la semaine prochaine, même jour, même heure.
Et pour les autres, samedi soir, il y a le Doom Marathon qui est prévu, le marathon des jeux Doom. Dimanche soir, les 23 coups de minuit, où on regardera des films d'horreur, tout simplement. Et vous allez me voir pleurer de peur comme une petite fiotte. Et pour les autres, voilà, pour ceux qui viennent... Et du coup, lundi soir, Ré-Marathon. Et du coup, pour ceux qui aiment vraiment le concept de Radio Dojo, je vous retrouve mercredi soir à 21h. Et je vous souhaite une excellente soirée à tous. Bonne soirée les frolos, salut! Bonsoir, au revoir.